Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est pour moi un très grand plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo, une émission qui prend le civisme et le patriotisme. Ici, nous luttons, ici, nous dénonçons, ici, nous condamnons les antivaleurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur TNT, GMRTV, mais également les auditeurs de la 95.6, la fréquence du réveil du Congo, GMFM. Merci également à vous qui nous suivez en streaming sur Facebook, YouTube, TikTok, dans toutes les plateformes de téléchargement. Merci également à votre fidélité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impact d'une bonne planification familiale dans la société avec un expert en santé sexuelle et reproductive. Il est également cadre topé chargé des cliniques au sein d'une structure appelée ABEF, une structure OYO. Ezali et l'Andelaka santé sexuelle de la reproduction ici en République démocratique du Congo. Docteur Louis Osolongo. Docteur Louis, bonjour et bienvenue. Bonjour. Rapidement, dans l'entrée de jeu, on parle de la santé sexuelle reproductive. C'est quoi la santé sexuelle reproductive en fait? Merci pour la parole. De manière résumée, la santé sexuelle et reproductive, c'est tout ce qu'il y a comme méthode, information, soit mesure à prendre autour de la santé de la reproduction, c'est-à-dire autour de la planification familiale et autres composantes de la santé de la reproduction. Est-ce qu'il y a une différence entre planification familiale et la santé reproductive? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. La planification familiale est une composante de la santé de la reproduction. Et c'est quoi la planification familiale en quelques mots? Ok, en quelques mots, la planification familiale, c'est l'ensemble des informations qu'on fournit à la communauté ou soit aux individus, l'ensemble des messages, des méthodes de contraception qu'on fournit à des couples ou soit à des individus afin qu'ils prennent des décisions sur les nombres d'enfants ou soit la taille de la famille, de leur famille et pour enfin avoir un impact sur la société. Docteur, vous avez parlé de la planification familiale, vous avez bien détaillé, mais on doit rester un peu réaliste en fait. On est tous des Bantous. Quand on parle de la planification familiale, pensez-vous pas que nous sommes en train de, et tant que des Bantous, nous sommes en train d'abolir nos us et coutumes? Ah bon, jusqu'à preuve du contraire, les barrières socio-culturelles restent du jour. Hein. Dans nos communautés, vu que dans d'autres coins de notre République, la planification familiale n'est pas très bien perçue. Ça reste une des grandes barrières et d'où l'importance d'une bonne communication à travers la sensibilisation pour que la population, soit la communauté, s'en approprie. Limiter le nombre d'enfants ou soit déterminer l'intervalle entre deux grossesses ne veut pas dire arrêter la reproduction. Comment ça? Allez-y. Vous n'arrêtez pas la reproduction, mais vous décidez quand est-ce que, entre couples, vous allez avoir une prochaine grossesse. Et cela a un impact même sur l'éducation des enfants, ou soit le volet affectif entre enfants, et aussi entre parents et enfants. Deux enfants qui se suivent, je prends un exemple concret, deux enfants qui se suivent, qui n'ont pas au-delà d'une année d'espace, n'auront pas une très bonne éducation l'un vis-à-vis de l'autre. Sûrement, il y a un conflit de génération. Dans des familles où les enfants se suivent, il se pose souvent ce problème-là. Et même du côté santé, l'enfant qui vient juste après l'autre, soit c'est lui qui tombe souvent malade, soit c'est l'aîné qui tombe souvent malade parce qu'il a été coupé des avantages du lait maternel ou soit du développement d'un enfant normal. Vous avez parlé tout à l'heure là de barrières que vous rencontrez en fait, de barrières socio-culturelles. Dites-nous un peu, comment faites-vous alors pour atteindre en fait vos objectifs malgré ces barrières? Je disais tantôt, vous, du côté de l'ABEF en fait, comment faites-vous pour essayer un peu de contourner ces barrières? Comme je le disais tantôt, on se focalise plus sur une bonne communication.
c'est-à-dire Oui. nous organisons des causeries éducatives Oui. où nous cherchons à atteindre soit les parents, Ok. soit les jeunes qui doivent se décider pour leur vie reproductive du futur, soit les leaders communautaires. Quand on rassemble Ok. ces genres de personnes, ça permet à ce que nous puissions les convaincre en expliquant des termes clairs et simples les avantages de la planification familiale dans la société ou soit dans une famille, de manière à ce que qu'il y ait un développement durable dans le pays. Merci beaucoup, docteur Louis Ossolongo. Je précise, vous êtes expert en planification familiale ou expert en santé sexuelle et reproductive. Dites-nous un peu, quelles sont les méthodes de la planification familiale? Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent dans la rue. Alors, vous étant qu'expert en santé sexuelle reproductive, dites-nous un peu quelles sont les méthodes que nous avons concrètement. Bon, de manière classique, Ouais, nous avons deux grands groupes de méthodes contraceptives. ouais, Nous pouvons parler des méthodes modernes et des méthodes euh, traditionnelles. ok, Ouais. Les méthodes modernes peuvent être appelées aussi les méthodes artificielles. C'est créé par l'homme. C'est l'homme ok. qui réfléchit, il met en place ces En place. méthodes-là. Mais les méthodes traditionnelles sont les méthodes utilisées déjà depuis très longtemps par nos ancêtres. Ok, En observant la nature, ils ont eu à déterminer que telle chose ramène à éviter de tomber enceinte pendant telle période. Donc, je peux citer, il y a la méthode de l'observation, ou soit qu'on appelle la méthode d'auto-observation. La femme a la capacité, si elle est bien sûr instruite, soit en famille, soit à l'école, d'observer que avant mes périodes de règles, je ressens déjà des châtuements au téton. ok, Ou soit j'ai des maux de tête. Les signes là dépendent d'une femme à une autre. C'est pas uniforme à toutes les femmes. D'autres femmes ont des bouffées de chaleur aux pieds. D'autres femmes ont des boutons qui apparaissent ou soit des acnés dans le visage. Il y a autre méthode. Il y a les méthodes où on observe la glaire cervicale. Avant les périodes ovulatoires, la glaire s'épaissit et devient un peu plus fluide. La femme qui a été formée en éducation sexuelle complète ou soit éducation à la vie doit arriver à connaître cela. ok. À savoir que en cette période, j'approche ma phase ovulatoire. Donc je dois soit éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés et repousser ça à une date ultérieure si on avait prévu d'avoir un enfant peut-être l'année prochaine. Une femme instruite peut savoir que je peux tomber enceinte en mois de mars pour avoir un enfant au mois de décembre. Donc c'est ça une bonne planification. Autre méthode traditionnelle, il y a aussi la méthode où on prélève, ou soit la méthode de collier du cycle. Il y a des colliers, bon je ne suis pas promené avec un collier, Ok, j'allais même faire une démonstration. Il y a des colliers, il y a un point fixe rouge qu'on déplace à chaque jour. ok, Donc c'est environ le nombre de jours d'un cycle normal d'une femme. Et la femme doit commencer à bouger. Et il y a une période où, quand les points rouges là arrivent à cette période-là, elle doit éviter le rapport sexuel non protégé. Au-delà de ça, il y a une autre méthode traditionnelle, c'est juste le calendrier. La personne peut pointer dans son calendrier ok, et à telle date, ce sera mon 14e jour pour une femme avec un cycle de 28 jours. Il pointe, la femme pointe, il saura maintenant pour l'autre période et il connaît comment calculer sa phase ovulatoire parce que beaucoup aussi, ça pose un problème. Et au-delà de la méthode de calendrier, on peut aller, la méthode qu'on appelle la mama, la méthode d'allaitement maternel. oui, Ouais. Les femmes qui allaitent, qui respectent le temps d'allaitement pendant au moins 2 ans et demi, ils peuvent déjà arriver à ne pas tomber enceinte pendant toute cette période où elles allaitent. comment ça? Dieu a créé dans notre corps humain un mécanisme qui bloque quand il produit d'autres hormones, ça bloque d'autres hormones Ok, pendant l'allaitement. Pendant l'allaitement, le corps produit plus la dopamine et si la personne
l'enfant arrête d'allaiter, l'hormone là redescend, et puis la femme redevient fécondable, je peux dire. Mais docteur, s'il vous plaît, vous êtes en train de développer les différentes méthodes. D'abord, dans cette première méthode traditionnelle, aussi on peut l'appeler ainsi, nous constatons en fait il y a d'autres femmes qui n'ont pas leur cycle en fait est un peu compliqué. Maintenant, avec toutes ces méthodes ici, pensez-vous vraiment que ça pourrait être efficace pour bien planifier, pour une bonne planification familiale? Oui, j'ai toujours l'idée d'insister sur une bonne information. Ok. Parce que si la femme n'a pas une bonne information, elle ne saura pas s'adapter à n'importe quelle méthode. C'est pour cela qu'il y a une phase qu'on appelle le counseling. Un moment où, après une sensibilisation de masse, la personne qui a besoin d'une méthode se rapproche d'un personnel formé Oui. pour avoir des informations réelles et prouvées scientifiquement aussi. Et à ce niveau-là, en ce moment-là, avec des questions-réponses qu'il y aura dans cette séance de counseling, la femme et les prestataires auront à décider ensemble de la méthode qui convient à cette femme-là en fonction de son cycle ou soit en fonction de ses réalités reproductives. D'accord, docteur. Alors, si on peut avancer rapidement. Si je dois poursuivre rapidement, oui. Il y a côté méthode artificielle ou je dirais non hormonale ou méthode moderne. Il y a d'abord les méthodes hormonales. Oui. Là où il y a des médicaments formés à partir des hormones qui viennent bloquer d'autres hormones dans le corps humain d'une femme pour éviter de tomber enceinte. En ce moment-là, nous avons des pilules. D'autres pilules sont combinées, qu'on appelle les COC, et d'autres pilules ne sont pas combinées, qu'on appelle les POP. Il y a d'autres pilules d'urgence où on peut donner à une femme qui vient d'avoir un rapport sexuel à risque ou soit un rapport sexuel non protégé en déant 120 jours, donc environ 5 jours. Si la femme prend cette pilule-là pendant cette période-là, la pilule d'urgence, elle ne va pas tomber enceinte. À 99% de chances. Docteur, s'il vous plaît, parce que vous avez évoqué un point très très capital, parce que ces pilules, des gens dans la rue, ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Il y a des gens qui disent, parce que je ne vais pas en fait rester vraiment dans ces propos-là, mais sauf que vous êtes là, ils ont de la chance parce qu'ils ont vous aujourd'hui, étant qu'expert en la matière. Est-ce que ce pilule-là est compatible à toutes les femmes? Oui, les pilules sont compatibles à toutes les femmes parce que les pilules d'urgence, on parle des pilules d'urgence, c'est compatible à toutes les femmes, sauf en cas de maladie cardiovasculaire avérée, qu'on a déjà une femme qui est suivie pour des maladies cardiovasculaires avérées chez un cardiologue. Oui. En ce moment-là, avant de prendre la pilule, elle doit voir son cardiologue, qui doit voir les chiffres tensionnels ou soit même les battements cardiaques et autres pour l'autoriser à prendre cela. Donc, si j'ai bien compris, ça pourrait aussi avoir un impact négatif si vous avez déjà, si votre système cardiaque n'est pas stable apparemment. Non, ça va pas avoir un impact négatif, mais on doit éviter à prendre ça dans des espaces très réduits, parce qu'il y a d'autres femmes qui poseraient des questions. Est-ce que docteur, si je prends ça aujourd'hui mardi et que j'ai fait encore un rapport sexuel le samedi, je peux encore prendre? Alors que c'est en ce moment que ça devient mauvais parce que vous mettez trop excès des hormones dans votre corps, ça risque d'avoir un impact plus tard. Donc d'où il est recommandé, avant de l'utiliser, il faut voir un médecin. Oui, un médecin, pas forcément un médecin, un personnel de santé formé, parce qu'en ce moment, il y a d'autres organisations, même notre organisation, la BFND, nous avons nos cliniques, et dans nos cliniques, nous avons mis des personnels qui sont formés sur cette thématique, qui doivent, avant d'offrir les services à toutes les femmes, prendre le temps de discuter, de faire ce que j'ai appelé ici le counseling, pour voir si cette femme est réellement éligible à la méthode. Mais docteur, s'il vous plaît, vous ne trouvez pas que ça devient un peu trop d'acrobatie? Ça pourrait également constituer comme une barrière
quand même quelqu'un qui a besoin de faire sa propre planification. Il doit à tout moment aller voir un corps médical, expliquer son cas. Vous ne voyez pas que ça commence un peu à gêner? Même dans les préposés dans les pharmacies, hein, les gens qui vendent dans des pharmacies actuellement sont formés sur cette thématique. Ils peuvent offrir des conseils sur ça. Et puis nous avons aussi ce que nous appelons chez nous des mères mentors, ou soit des pères éducateurs, qui sont des jeunes d'autres domaines. Exemple, un juriste ou soit un communicologue qui a été aussi formé, hein, sur des préalables de cette thématique, qui peuvent aller vers ces gens-là, leur offrir les services. Okay. On a élargi les champs. On a aussi des ambassadeurs, des jeunes dans les universités qu'on forme déjà, okay, qui sont déjà aguerris dans cette thématique. Ils offrent aussi des soins. Et nous avons aussi un volet chez nous où on encadre des jeunes. Nous l'appelons mouvement d'action des jeunes. Okay. On prend les jeunes à partir de 14-15 ans pour commencer à les instruire sur l'éducation sexuelle complète. Pour okay, qu'ils aient une sexualité responsable, comme on le dit chez nous. Ils doivent avoir les droits de décider sur leur sexualité eux-mêmes en fonction des connaissances qu'ils vont acquérir. À 14 ans, docteur, c'est pas tôt. À 14 ans, c'est pour leur préparer. Pour leur préparer. Mais déjà, nous sommes de Bantous, hein? On doit être réaliste. À 14 ans, docteur. Oui, ils doivent être préparés. Et pourquoi, selon toi, il y a l'éducation à la vie dans le cursus normal de l'éducation nationale? Et nous faisons des efforts pour qu'on puisse modifier ce programme-là d'éducation à la vie. Okay. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'il y a 20 ans, qui n'avaient pas d'Android, qui n'avaient pas accès à des images, ou soit des expositions, des risques de contacter des rapports plus tôt. Aujourd'hui, l'enfant, à 12 ans, peut avoir été exposé déjà à un mauvais programme, même à la télé. À la télé, oui, oui. C'est pour cela qu'il faut mieux encadrer ces enfants pour éviter les grossesses non désirées. Ça fait partie des objectifs que nous poursuivons. Effectivement, docteur, lui, il faudrait mieux encadrer nos enfants afin qu'ils puissent être bien orientés. Alors, docteur, vous disiez, hormis le comprimé, il y a encore d'autres... Parmi les hormonales, oui, il y a les comprimés, là, les oui, pilules, et puis il y a les injectables pour 3 mois et pour 6 mois. Ça dépend d'une femme à une autre. Après, quand Sling, on peut vous demander, vous êtes éligible à cette méthode, aux injections de 3 mois, vous pouvez revenir après chaque 3 mois, moyennant une carte de rendez-vous. Okay. Il y a aussi les implants. Les implants avec hormones qu'on place soit à l'avant-bras d'une femme, soit on place... en dehors des implants, nous avons aussi, soit en dehors des méthodes hormonales, nous avons aussi des méthodes non hormonales. Parmi les méthodes non hormonales, il y a le premier, c'est les préservatifs, la méthode la plus utilisée. Il y a les préservatifs féminins et masculins. Ça joue d'ailleurs une double barrière, parce que ça protège contre les grossesses, et ça protège aussi contre les infections et les VIH. C'est pour ça que c'est la plus utilisée actuellement, parce que les gens préfèrent ça, mais pour une tranche d'âge, hein, souvent, parce que les jeunes utilisent mieux ça. Mais attention, docteur, vous disiez, oui, le préservatif est plus utilisé actuellement, mais dans des couples, le préservatif, ça pose problème, hein? Ça pose problème. Alors, parmi les méthodes, en fait, que vous avez évoquées tout à l'heure, là, l'accessibilité, est-ce que la population a vraiment cet accès, cette facilité d'accéder à toutes ces méthodes, surtout le pilule et les implants actuellement, parce que vous êtes là, étant que chargé des cliniques au niveau des LABEF, est-ce que l'accessibilité est vraiment au rendez-vous ces derniers jours? Oui, bon, nous, à travers nos stratégies d'offre de services, nous nous rapprochons de plus en plus de personnes qui sont mal desservies, qui ont des difficultés d'accès, parce que nous savons tout ce que la planification familiale à l'étranger, ça coûte cher. Mais ici, chez nous, avec le pouvoir d'achat de la population, nous faisons un effort de nous rapprocher de la population et d'offrir ces soins gratuitement à travers nos cliniques.
hein, si c'est la stratégie fixe, et si au-delà de la stratégie fixe, nous offrons aussi à travers des campagnes de sensibilisation, à travers des équipes mobiles, des cliniques mobiles, nous allons dans des coins très reculés où il se pose même un problème d'information d'abord. Ok. On va d'abord pour informer, et puis ceux qui vont adhérer à des méthodes viendront maintenant offrir, euh, recevoir des méthodes et c'est gratuit. Et nous leur donnons des rendez-vous pour repasser dans nos cliniques qui sont Et rapidement, ici, déjà à Kinshasa, vous êtes implanté où? ici à Oui, oui. Kinshasa. Nos cliniques se trouvent dans deux communes. Ok, La première, c'est à la commune de Kasavubu, la clinique Bongisa Libota, ok, sur l'avenue Sandoa numéro 58, ok. référence station Gambela. Et à Massina, nous sommes à Massina quartier 3 sur Oui, l'avenue Table Ronde numéro 36. La référence est l'avenue Kulumba. ok. Donc, nous sommes là et nous recevons tous les jours. Mais apparemment, par exemple, les implants ne sont pas disponibles à la pharmacie. Il faudrait seulement aller à BEF pour en avoir, apparemment. Bon, il se pose aussi un problème d'offre de services de qualité. Ok, Il y a d'autres méthodes qui ne peuvent pas s'offrir en dehors des cliniques. ok. Si c'est en dehors des cliniques, c'est que on a organisé soit une clinique mobile, Mobile. parce que nous avons un véhicule qui sert des cliniques mobiles. Si on le déplace vers un camp ou vers un site, et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut, on peut offrir dedans. Et soit on organise une campagne de planification familiale dans un quartier, mais on choisit toujours deux cliniques fixes pour servir de points de référencement pour des femmes qui demanderont des méthodes qui demandent, qui nécessitent un, un matériel ou soit un endroit pour le faire, pour que ça soit de qualité. Une petite question de curiosité. Je reste un peu hein, avec ces dossiers de planification familiale, les implants. Est-ce que ces implants, toutes les femmes peuvent en bénéficier? Ou il y a peut-être une catégorie, peut-être il faudrait déjà avoir des enfants pour être éligible en fait aux implants, ou une jeune fille qui a un peu cette fleur d'âge peut aussi avoir, ou peuvent aussi bénéficier de cet implant. Est-ce que c'est faisable Oui, c'est faisable, c'est pas seulement réservé aux par mariés, rapport à sa composition chimique et... oui, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a que des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est différent des effets indésirables. Les Ok. effets indésirables nous ramènent vers, euh, soit, comment on appelle ça, le retrait de l'implant. Oui. Mais les effets secondaires, c'est logique. Et puis, c'est expliqué déjà avant qu'on administre la méthode. On vous dira que ah, si vous avez mal à la tête, prenez simplement du paracétamol. Ok. Et si vous transpirez ici au front, ne craignez rien, buvez de l'eau et c'est fini. Ça fait partie des effets secondaires. Mais des effets indésirables, c'est une femme qui, dès qu'elle reçoit l'implant, elle Oui. rentre chez elle, il y a une hémorragie catastrophique. Ça fait partie des effets indésirables. On peut pas garder. On évalue l'origine de l'hémorragie et puis on peut retirer l'implant pour passer à un autre counseling pour qu'elle choisisse une autre méthode. Merci beaucoup, docteur Louis Ossolongo. Je rappelle, vous êtes expert en santé sexuelle et reproductive. Vous êtes aussi chef de clinique au sein de la structure appelée ABEF, une structure qui œuvre également dans la santé sexuelle et reproductive ici en République démocratique du Congo. Docteur, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Alors, docteur, dites-nous un peu, est-ce que en consommant, je suis dans la deuxième méthode de la planification familiale, la méthode artificielle, comme vous venez de le dire, je prends le comprimé, le pilule. Aujourd'hui, je le prends. Demain, je le prends. Au bout de 5-10 ans, est-ce que ça ne pourrait pas avoir des inconvénients dans mon corps? Et tant qu'un être humain, comme on l'a Si, toujours dit, tout exénue. ouais, en pharmacie aussi, il y a un expert, un génie de l'époque, Cels, je pense, il disait tout est poison
hein, rien n'est poison, ça dépend de la dose. Si, de un, vous respectez la posologie du prestataire qui vous offre les services, il vous dit, vous prenez le produit chaque 12 heures. Si vous commencez aujourd'hui à 12 heures, demain aussi à 12 heures, si vous prenez en désordre, vous ne respectez pas, il y aura des inconvénients. Soit si vous vous arrêtez, il y aura des inconvénients, vous pouvez tomber enceinte. Mais nous avons un groupe des femmes, je dirais, des femmes, des mères mentors, qui ont déjà eu à recevoir, à bénéficier des méthodes contraceptives pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans, qui témoignent, qui sont comme des coachs pour des jeunes qui viennent, pour leur dire qu'il n'y a pas d'inconvénient si vous respectez. Parce que quand tu entres dans un cabinet médical, le médecin te dit, si tu prends le médicament à 11 heures, il faut bien manger après ça parce que ça risque de te faire tomber. Toi, tu prends le médicament, tu ne manges pas, tu sors, tu tombes. Ce n'est pas les médicaments qui te font ça, c'est parce que tu n'as pas respecté les indications, soit les orientations du médecin. Parce qu'à chaque méthode, il y a des orientations à côté. On te dira des choses à suivre. Nous avons ce qu'on appelle un checklist, c'est comme une Bible pour la planification familiale. À côté de chaque méthode, il y a des orientations qu'on donne pour chaque méthode. Et quand on vous offre une méthode, on est obligé de vous indiquer les orientations, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut respecter, ce qu'il faut suivre. Et il faut aussi respecter des rendez-vous. Par moment, on a cette difficulté-là. Vous donnez une méthode à quelqu'un, mais à la date de rendez-vous, elle ne revient pas. Elle va revenir un peu plus tard, alors que le médicament ne fonctionne plus dans son corps. Elle revient, elle tombe enceinte, elle veut incriminer les personnels de santé. Alors que si elle était revenue à la date du rendez-vous, elle aurait soit changé de méthode, soit renouvelé sa même méthode. Et puis garder sa période de non-conception de grossesse. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, nous tournons déjà vers la fin de notre émission. Nous allons prendre notre toute dernière rubrique, la leçon du jour, juste après cette transition.